Et Laetitia, elle a écouté la chanson ou pas? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Non? Je ne- Vous voulez pas demander son avis ou ça se fait sans... Qui ça? Laetitia. Je ne sais pas. Voyez, Je C'est suis l'autre désolé. camp. Non, mais Pardon? c'est l'autre camp, l'autre Mais ça ne camp. m'intéresse pas. Moi. Moi, je parle avec des gens positifs. À Du haut 60 de ses 60 ans, Pascal Obispo a brisé un tabou qu'il s'était longtemps imposé. Celui qui a ciselé l'un des plus mémorables hymnes de Johnny Hallyday a décidé de ne plus se taire. En juin 2025, ses paroles ont eu l'effet d'une déflagration lorsqu'il a publiquement désigné Laetitia Hallyday comme la prétendue partenaire du Monument du Rock. L'emploi de ce mot est tout sauf anodin. Il s'agit d'une charge frontale, mûrement réfléchie et entièrement revendiquée. Durant de longues années, Pascal avait gardé pour lui sa mise à l'écart violente du cercle intime de Johnny. Il parle d'ailleurs d'une véritable manœuvre d'influence. Mais à présent, le temps de la diplomatie est révolu. Il a clairement choisi son allégeance, celle de David et Laura. Et les révélations qu'il s'apprête à faire dépassent largement tout ce que l'on pourrait imaginer. Pour saisir l'ampleur de la tempête provoquée par les mots de Pascal, il est crucial de faire un bond dans le temps. Remontons à la fin des années 90. À cette période, Johnny Hallyday était en quête d'une nouvelle inspiration, d'un second souffle créatif. Il aspirait à quelque chose de neuf, une œuvre qui frapperait les esprits durablement. C'est alors que Pascal Obispo, dont le talent était déjà largement salué, reçoit le coup de fil qui allait transformer son destin. Johnny souhaitait collaborer avec lui, non pas pour un simple titre, mais pour la totalité d'un album. C'est ainsi qu'en 1998 paraît « Ce que je sais », une œuvre qui allait s'inscrire parmi les plus grands triomphes de la carrière de Johnny. Cet album contient la pépite « Allumer le feu », un morceau dont Pascal a imaginé la mélodie avec Pierre Jaconelli. Sur des paroles signées Zazie, la chanson va connaître une ascension fulgurante. Elle acquiert un statut iconique quasi immédiat, scandée dans tous les stades de France et reprise par des dizaines de milliers d'admirateurs. Même 27 ans plus tard, sa résonance est toujours intacte. Pascal n'a pas seulement donné une chanson à Johnny, il lui a forgé un véritable étendard. Cependant, au-delà de cette réussite commerciale éclatante, une relation bien plus intime s'est tissée entre les deux artistes. Johnny et Pascal ont noué une authentique complicité, une connexion artistique d'une rare intensité. Ils étaient animés par la même quête de perfection, la même ferveur. Johnny admirait Pascal pour son génie musical, mais également pour sa franchise sans détour. Le taulier détestait les courtisans et les flatteurs. Il recherchait des collaborateurs qui avaient le cran de lui dire la vérité, de le confronter. Ce qui définit leur relation est cette proximité que Johnny sollicitait ardemment auprès de Pascal. La star du rock insistait souvent pour travailler en tête-à-tête avec lui. À l'écart de ce qu'il surnommait « la smala », cette formule en révèle beaucoup. Johnny éprouvait le besoin de fuir ce entourage omniprésent, ses conseillers et ses proches qui formaient une cour permanente autour de sa personne. En compagnie de Pascal, il pouvait être lui-même, sans artifice, sans la carapace de la star. Et il y a aussi cette confidence que Johnny a faite à Pascal. Une confession qui, aujourd'hui, vibre d'une poignante mélancolie. Dans la vie, on est toujours seul. Ces mots, prononcés par l'idole la plus adulée de France, trahissent une solitude abyssale, en dépit de la gloire et des millions de fans. Johnny portait en lui un sentiment de profond isolement. Pascal faisait partie du cercle très restreint de ceux avec qui il pouvait partager ce fardeau. Il faut savoir que collaborer avec Johnny n'était pas une sinécure. Le monstre sacré était connu pour être un bourreau de travail, parfois intransigeant, et il soumettait ses partenaires à des épreuves systématiques. Pascal en a fait l'amère expérience. L'incident s'est produit lors d'une session d'enregistrement qui aurait pu faire avorter tout le projet. Ce jour-là, au studio, l'atmosphère était électrique. Johnny n'était pas convaincu par le rendu sonore et a commencé à interpréter la chanson d'une manière que Pascal décrit comme étant un peu en dedans. Loin de la puissance vocale que l'on attendait de l'idole, c'était une provocation évidente. Une façon de sonder Pascal pour voir s'il plierait. Il cherchait à savoir si le compositeur aurait l'audace de le défier. Mais Pascal n'est pas du genre à se laisser déstabiliser. Il était conscient que si Johnny ne s'investissait pas pleinement, le résultat serait au mieux passable. Et il refusait de s'associer à la médiocrité. C'est pourquoi il a quitté la cabine d'enregistrement. Il a joint son agent pour lui confier qu'il regrettait peut-être de s'être engagé sur l'album entier. En revenant sur ses pas,
il a aperçu Johnny qui mangeait tranquillement une banane. Le chanteur l'a fixé avec un sourire en coin, se dandinant sur son siège. Cette désinvolture a fait exploser Pascal de colère. Il a exigé que tout le monde quitte la pièce. Et c'est là, seul face à la légende, qu'il a prononcé des mots que très peu auraient osé formuler. Maintenant, c'est simple. Ton album, tu vas te le faire tout seul. Parce que moi, je m'en vais. Si tu n'es pas capable de me donner le vrai Johnny Hallyday, ça ne m'intéresse absolument pas. Un silence de plomb s'est abattu sur le studio. Jamais personne ne s'adressait de cette façon à Johnny Hallyday. Absolument personne. Or, c'était précisément la réaction que Johnny espérait. Le rocker éprouvait un profond respect pour ceux qui lui résistaient. Ceux qui n'étaient pas écrasés par son aura. Pascal venait de réussir l'examen. L'attitude de Johnny s'est alors métamorphosée. Il s'est investi corps et âme dans le travail. Il a tout donné lors des prises de voix, et le résultat fut spectaculaire. Cette épreuve de force a cimenté une admiration mutuelle et durable. Mais c'est également au cours de cette même session que Johnny a prononcé sa phrase la plus révélatrice. En présence de sa prétendue partenaire et de son producteur, il a glissé à Pascal, sache une chose, dans l'existence, on finit toujours seul. Pour Pascal, la portée de cette phrase était évidente. Johnny évoquait son propre cercle, cette solitude paradoxale qu'il éprouvait au milieu de la foule. Pascal se souvient que Johnny avait même éloigné sa compagne de l'époque pour s'isoler avec lui. C'était là précisément ces instants que Johnny recherchait, des moments de pure vérité, loin du spectacle médiatique et des influences extérieures, simplement deux créateurs au travail. Deux hommes qui s'estimaient et qui se parlaient sans phare. Cette authenticité, cependant, allait vite devenir un problème, car dans l'entourage de Johnny, tous ne voyaient pas cette proximité d'un bon œil. Le fait qu'un ami aussi intime puisse exercer une telle influence sur le rocker dérangeait. Et soudain, tout a basculé, insidieusement, sans la moindre justification. Pascal a été mis sur la touche, celui qui avait offert à Johnny l'un de ses plus grands hymnes, celui avec qui la star partageait des moments d'une rare intensité créative. S'est vu tout simplement congédié. Mais Pascal est formel sur ce point. La décision ne venait pas de Johnny, mais bien de son entourage. J'ai été complètement évincé, mais pas par Johnny lui-même. C'est son entourage très proche qui a manœuvré. A confessé Pascal lors de son entretien pour Gala en juin 2025. Il emploie des termes très durs pour qualifier les événements. Il dit avoir été effacé de la carte de manière brutale et définitive, rayé de son vivant. Comment un ami si apprécié a-t-il pu être banni du jour au lendemain? Au départ, Pascal lui-même a du mal à y croire. Il n'y a eu aucune querelle avec Johnny, aucun désaccord public, seulement une mise à distance progressive. Orchestrée en coulisses, les appels qui ne sont plus transmis, les messages qui demeurent sans retour, les projets communs qui sont systématiquement enterrés, la situation est devenue infiniment plus cruelle lorsque Johnny est tombé malade. Nouvelle, dans l'espoir d'envoyer des messages de réconfort, il aspire à être présent pour son ami, fidèle à leur lien de toujours. Cependant, une dissonance le frappe. Les retours qu'il obtient ne correspondent en rien à la manière de s'exprimer de Johnny. La tonalité est étrange. Le vocabulaire n'est pas le sien. Une suspicion effroyable commence alors à germer dans l'esprit de Pascal. Je doute, même que ce soit lui qui me répondait. Pascal pousse même sa réflexion bien au-delà de cette interrogation. Il emploie une expression qui glace le sang. Johnny aurait été victime d'un endoctrinement durant ses derniers jours. Ce terme, loin d'être anodin, est lourd de sens. Il suggère une emprise mentale sur le rocker. Un contrôle absolu de son cadre de vie, de ses fréquentations, et vraisemblablement de ses décisions. Comment imaginer cela de Johnny? L'incarnation même de l'homme libre. Celui qui n'avait jamais suivi que sa propre voie. J'ai vraiment la sensation qu'il a été mis sous influence à une période, révèle Pascal. Johnny avait cette fâcheuse tendance à répéter ce que je lui disais. En conséquence, Pascal a été progressivement mis à l'écart. Ce fut une épreuve pour moi. Je le reconnais. J'étais accablé de tristesse. Son absence me pèse. Il était une figure paternelle pour moi. Cette exclusion a des répercussions qui,
dépasse largement le cadre de l'amitié. Pascal constate avec amertume sa quasi-inexistence dans les livres, les biographies et certains reportages. Bien que nous ayons été très liés et que j'ai même produit l'un de ses albums, on tente de gommer sa présence de la chronique officielle de Johnny, comme si son rôle avait été insignifiant. Toutefois, Pascal n'était pas le seul à percevoir ce qui se tramait. Il fut le témoin de bien d'autres scènes, des événements qui semblaient préparer le terrain pour le conflit successoral qui allait éclater. Pascal évoque des dîners de famille où l'atmosphère était devenue irrespirable, des repas où des paroles blessantes et inappropriées étaient prononcées devant l'Assemblée, visant directement David et Laura, les aînés de Johnny. Au cours d'un entretien partagé avec Laura Smet, Pascal avoue « J'ai assisté à des conversations à table qui m'ont toujours profondément dérangé, notamment entendre insinuer que David, ayant fait un mariage avantageux, n'aurait aucunement besoin de la fortune de son père, ou encore que Laura, étant une comédienne reconnue, se passerait très bien de tout soutien. Visualisez la scène. Vous êtes attablés en famille. Et quelqu'un suggère ouvertement que les enfants du maître de maison n'ont aucune légitimité dans la succession, comme si leur père ne leur devait absolument rien. C'est précisément le genre de propos qui engendre des fractures irréversibles. Pascal était là. Il a tout entendu et sa mémoire en est restée marquée. Ces confidences apportent un éclairage nouveau sur la guerre judiciaire qui a éclaté après le décès de Johnny. On a énormément disséqué le testament américain, la dépossession de David et Laura, les millions d'euros en jeu, mais ce que Pascal met en lumière, c'est que cette mise à l'écart n'a pas commencé avec la mort de Johnny. Elle était en préparation depuis une longue période. Les piques verbales, l'atmosphère viciée, pendant les repas de famille, la marginalisation progressive des enfants, tout cela s'inscrivait dans un plan bien plus vaste. Pascal dépeint Johnny comme un être d'une bonté fondamentale. Il fuyait les disputes. Il laissait les choses se faire. Il préférait déléguer. Une sorte de capitulation face aux problèmes. Lorsqu'il rentrait chez lui, il aspirait à être en paix. Cette nature conciliante, cette aversion pour les conflits, a permis à certaines personnes de prendre les commandes. Johnny cédait du terrain pour préserver sa tranquillité et, dans l'ombre, on organisait la suite. On façonnait l'idée que David et Laura étaient à l'abri du besoin, qu'ils réussiraient parfaitement sans l'héritage de leur père. Pour Pascal, observer son ami être ainsi manipulé était une torture, mais le pire restait à venir. En juin 2025, Pascal Obispo passe à l'offensive. Lors d'une interview retentissante, il abandonne toute retenue. Lorsqu'on l'interroge sur Laetitia Hallyday, il la désigne sans embâche comme la pseudo-compagne de Johnny, non pas sa compagne, mais bien sa pseudo-compagne. Ce préfixe n'a rien d'un lapsus. Il s'agit d'un choix conscient, mûri et pleinement assumé. D'un seul mot, Pascal met en doute la légitimité même de la place de Laetitia dans l'existence de Johnny. C'est une attaque en règle, dénuée de toute ambiguïté. Dans l'émission Décibels, sur ICI Radio, Pascal narre l'anecdote d'un enregistrement expliquant comment Johnny avait mis à l'écart sa pseudo-compagne et son producteur qu'on adore tant. Le sarcasme de la formule est à peine voilé. Qu'on adore tant. Pascal ne fait plus mystère de son mépris. Selon lui, Laetitia n'était pas une partenaire authentique. Elle était un élément du problème, de ce cercle qui isolait Johnny, le coupant de ses amitiés les plus sincères. Mais Pascal ne se limite pas aux déclarations. Il passe aux actes. En 2025, il publie une chanson hommage à Johnny, « Appelle-moi Johnny », et dans le clip vidéo, on ne voit qu'une personne, Laura Smet, et elle seule, uniquement Laura, ni Laetitia, ni Jade, ni Joy, seulement Laura. Cette décision n'est en rien le fait du hasard. C'est une prise de position claire et assumée. Laura, du reste, ne s'y méprend pas. Elle affirme publiquement que Pascal fait partie de la famille. Dans un clan déchiré où les lignes de fracture sont nettes. Affirmer qu'une personne fait partie de la famille, c'est l'accueillir de manière officielle dans son camp. C'est valider sa loyauté, son soutien et sa sincérité. Pascal justifie sa démarche sans la moindre hésitation. On est contraint de choisir son camp,
quand on est doué de bon sens. On est même obligé de le faire. Le choix ne se pose pas vraiment. On sait instinctivement où se situer. Il en profite pour saluer la dignité de David Hallyday. Pour ma part, j'ai toujours été un ami de David. On a partagé la scène. On a bien ri ensemble. Je pense que cet homme a une noblesse incroyable. Et lorsque je l'ai aperçu aux funérailles de son père, je l'avais appelé pour lui confier que je le trouvais vraiment admirable. J'ai vu toutes ces pleureuses de circonstances autour, qui n'étaient même pas de sa parenté, et lui se tenait là, d'une dignité exemplaire. Cette coalition entre Pascal, David et Laura va bien au-delà du symbole. Pascal s'oppose à ce que la mémoire de Johnny soit réinventée par ceux qui l'ont influencé à la fin de son existence. Il s'insurge contre le fait que les documentaires, les biographies et les hommages officiels soient contrôlés par un clan qui a tout avantage à diffuser une version lissée de la réalité. D'ailleurs, Pascal chérit également son amitié avec Eddie Mitchell, un autre monument de la chanson, française et un complice de très longue date de Johnny. Eddie a lui aussi pris fait et cause pour David et Laura. Les vieux briscards du rock français font front commun. Ils connaissent la vérité des événements et ils rejettent l'omerta. Ce qui indigne le plus Pascal, ce n'est pas tant sa propre mise à l'écart, mais bien ce qui s'est déroulé après la disparition de Johnny. Il le dit sans détour. J'ai été profondément scandalisé par les événements post-mortem. La guerre de succession autour du patrimoine de Johnny Hallyday demeure l'une des plus médiatisées et des plus sordides de l'histoire du spectacle en France. Et Pascal a assisté à tout ce déballage depuis les coulisses. Se sentant à la fois impuissant et révolté, les faits sont désormais inscrits dans l'histoire. Johnny s'éteint le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette, dans sa propriété, La Savannah, située dans les Hauts-de-Seine. Peu de temps après, la nouvelle tombe, un testament rédigé aux États-Unis déshérite entièrement David et Laura. L'intégralité du patrimoine est léguée à Laetitia, ainsi qu'à leurs 2 filles, Jade et Joy. David et Laura se voient donc spoliés de tout héritage. Pascal, quant à lui, refuse d'y croire un seul instant. Il connaissait intimement Johnny. Il mesurait parfaitement à quel point l'idole des jeunes chérissait ses propres enfants. La relation entre Johnny et David transcendait le simple lien filial. Ils étaient de véritables amis, des complices. Dès lors, comment concevoir qu'il ait pu, de son plein gré, prendre la décision de le déposséder intégralement? Pour Pascal, l'explication ne fait aucun doute. Soit Johnny n'avait plus la lucidité nécessaire pour un tel acte, soit on a exercé sur lui une contrainte insoutenable afin qu'il appose sa signature sur ce document. La maladie avait considérablement affaibli le rocker, et les lourds traitements l'avaient laissé exsangue. Dans un tel état de grande fragilité, il est plausible que quelqu'un ait exploité la situation à son avantage. Les sous-entendus de Pascal sont d'une clarté absolue. Il évoque sans détour une manipulation, une emprise et un isolement total. Selon lui, on a délibérément coupé Johnny de son cercle intime pour mieux le manœuvrer. On a mis à l'écart les amis de toujours. Comme Pascal lui-même, des dissensions ont été sciemment créées avec David et Laura. Et c'est au cœur de cette atmosphère sous contrôle qu'on a fait paraffer à Johnny un testament qui spoliait sa propre descendance. Pascal revendique entièrement ses déclarations. Moi, je suis toujours resté loyal et sincère envers lui, tout comme l'a été Eddie Mitchell, et ce n'est certainement pas le fruit du hasard si nous nous trouvons tous les deux si proches de David et Laura. Certaines vérités sont difficiles à entendre, mais personnellement, cela m'est égal. J'ai atteint l'âge de 60 ans et il arrive un moment où je revendique pleinement mes paroles dans cet entretien. Cette affirmation est fondamentale. À 60 ans, Pascal estime n'avoir plus rien à craindre. Il a fait le choix de faire passer la vérité avant sa propre quiétude. Et cette quête de vérité se manifeste par un appui inconditionnel aux aînés de Johnny. 7 années après le décès de l'artiste, Pascal Obispo a donc pris la décision de rompre le silence. Et ses révélations sont pour le moins détonnantes, en désignant Laetitia comme une pseudo-compagne, en décrivant un Johnny sous emprise, quasiment gouroutisé, et en évoquant des dîners à l'atmosphère délétère
et des commentaires déplacés au sujet de la succession. Pascal brosse le tableau d'une machination parfaitement orchestrée. Ce que Pascal met en lumière dépasse de loin une simple affaire pécuniaire ou testamentaire. C'est une situation infiniment plus sérieuse. Il s'agit de la mise à l'écart graduelle d'un homme en état de fragilité, de l'éviction de ses amis authentiques, du conditionnement psychologique menant à sa propre dépossession et, au final, de la falsification de son récit de vie. Parvenu à 60 ans, Pascal Obispo a saisi que l'heure était venue de rétablir les faits. Il s'oppose farouchement à ce que la version officielle de l'histoire de Johnny soit celle d'une veuve éplorée et courageuse face à des enfants avides. Il détient une toute autre lecture des événements, celle d'un homme sous influence, d'amis loyaux, tenus à distance et d'une progéniture bafouée. En se positionnant ainsi, Pascal prend des risques considérables. Il a conscience qu'il subira des critiques, des attaques, voire des poursuites judiciaires. Mais cela lui importe peu. La vérité prime sur sa tranquillité d'esprit et, cette vérité, il la proclame désormais sans détour. Ce que Pascal sous-entend au sujet de Laetitia Hallyday, c'est qu'elle n'était pas simplement la femme de Johnny. Elle se trouvait, d'après ses dires, au cœur d'un mécanisme qui a finalement coupé le rocker de tout ce qui lui était essentiel, ses enfants et son indépendance. Et la bataille que mène Pascal n'est nullement achevée. En publiant la chanson « Appelle-moi Johnny » avec Laura Smet, en accordant des entretiens percutants et en employant l'expression « pseudo-compagne », il envoie un signal, sans équivoque. Le patrimoine moral et artistique de Johnny ne peut être la propriété d'un seul individu. Il revient à celles et ceux qui l'ont authentiquement aimé, intimement connu et profondément respecté. Et au sein de ce cercle de proches, on trouve Pascal Obispo, un homme qui, à l'aube de ses 60 ans, a fait le choix de clamer certaines vérités, peu importe les conséquences,